Le jeudi 17 juillet 2003, à Chambly, Lynn Massicotte, une femme de 43 ans, se prépare à aller à Québec. Elle a rendez-vous avec Alain Perrault, un célibataire de 41 ans, père d'une fillette de 5 ans, avec qui elle entretient des échanges sur Internet depuis 2 mois. Lynn a prévu de faire garder sa fille Catherine par son amie Manon Lessard, qui tente de la dissuader de se rendre chez cet homme. Là, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est loin, je suis pas d'accord. Je lui demande s'il veut que je l'accompagne. On doit s'en aller en vacances bientôt. On prend les deux les mêmes semaines de vacances parce qu'on a prévu d'aller au chalet à Francine, faire des activités ensemble, puis bon. Puis elle décide d'y aller pareil. Mais là, je dis avant de partir, tu vas me laisser les coordonnées. Lynn n'a aucune crainte. Elle rappelle à son amie que plusieurs personnes font connaissance grâce à des sites de rencontres. Mais pour calmer ses inquiétudes, elle accepte de lui laisser le numéro de téléphone d'Alain Perrault. Elle m'avait dit, je pense pas de me ramener, je vais me prendre une chambre d'hôtel, puis je me ramènerai demain matin, mais je t'appelle. Inquiète-toi pas, je t'appelle. C'était l'entente. Lynn ne donnera jamais de nouvelles à son amie, pas plus qu'à sa fille. Elle rêvait d'une fin de semaine idyllique. Elle vivra plutôt un horrible cauchemar qui marquera à jamais le destin de ses proches et celui d'Alain Perrault. Le 17 juillet, vers 10h, Lynn Massicotte quitte la maison. Dans le cas où la magie n'opérerait pas avec Alain Perrault, elle a planifié de participer à la fête de la Nouvelle-France, qui a lieu dans le Vieux-Québec cette fin de semaine-là. Elle devait appeler vers 6 heures. Fait que vers 10 heures, elle avait pas appelé. Manon, elle a décidé de... Parce qu'elle avait laissé les coordonnées d'Alain Perrault, fait qu'elle a décidé de l'appeler. Puis lui, il a dit « Ah, t'es allé chercher des cigarettes, elle est pas revenue. » Fait qu'en partant, Manon, elle savait tout de suite qu'il y a de quoi qui marchait pas. Elle disait « OK, le gars, il était vraiment pas à son goût, il faisait vraiment pas l'affaire. » Puis qu'elle a juste décidé de partir, qu'elle était en chemin, elle s'en revient. Elle a pas pu appeler. Manon n'est pas rassurée par sa conversation avec Perrault. Les heures passent et Lynn ne donne toujours pas de nouvelles. Manon craint aussitôt le pire et contacte la sœur de son amie, Francine. J'ai appelé Francine. J'ai dit, je pense qu'il est arrivé quoi de grave à ta sœur. Mais tu sais, j'ai l'air peut-être de paranoïer. Là, elle était supposée de m'appeler, Francine. Elle était supposée de m'appeler. Il est arrivé quelque chose. Francine contacte les autorités. Mais les policiers ne s'alarment pas. Une adulte n'ayant pas donné de nouvelles depuis moins de 24 heures n'est pas considérée comme disparue. Quand j'ai vu que le dossier était pas sur la tablette du vendredi soir au lundi matin, puis il y avait personne pour s'occuper de ça, les 2 bras m'ont tombé à terre, je me suis sentie complètement abandonnée. Ça n'avait pas de sens. Soit qu'il était arrivé quelque chose, ou soit que elle avait pogné un accident. Ou, tu sais, quelque chose de grave. Elle était tombée, je sais pas, moi, malade dans le coma. Et c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Au cours de la fin de semaine, Manon et Francine contactent tous les corps de police et hôpitaux entre Chambly et Québec. Le lundi 21 juillet, 4 jours après le départ de Lynn, les 2 femmes sillonnent l'autoroute 20. Elles s'arrêtent à toutes les haltes routières avec la photo de Lynn et la description de sa voiture. Une Pontiac Sunfire noire, dans l'espoir qu'elle ait été vue. Le jour suivant, les 2 femmes se rendent dans la vieille capitale, où elles rencontrent des enquêteurs du service de police de la ville de Québec. Elles apprennent alors que le véhicule de Lynn a été découvert aux abords du château Frontenac. Les contraventions trouvées sur le pare-brise laissent entendre que la voiture a été abandonnée. Les enquêteurs mesurent alors la distance qui sépare le siège du conducteur des pédales. Ils découvrent ainsi que Lynn, une femme de petite taille, ne pouvait pas être au volant de la voiture. Le jour même, les enquêteurs contactent Alain Perrault, possiblement la dernière personne à avoir vu Lynn Massicotte. M. Perrault a donné comme version qu'à ce moment-là, Lynn était venue chez lui, qu'il avait fait l'amour avec
et qui a été même embarqué dans son auto pour aller au restaurant, qui avait pris la place de conducteur dans l'auto de Lynn Mascotte et que par la suite, après avoir fumé du pot, qui avait eu un mal de tête et qui avait décidé de pas aller au restaurant. L'angoisse monte d'un cran. Les deux femmes parcourent le quartier Limoilou et le Vieux-Québec, rue après rue, avec des photos de Lynn. On se promène avec nos voitures qui sont eux aussi placardées avec la photo. Dans le Vieux-Québec, tout partout. Tout partout où on était la bienvenue. On a mis des photos. Elles font même appel aux médias, qui manifestent aussitôt leur intérêt pour l'affaire. Je parle aux journalistes, j'ai tous les journalistes. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir c'est qui Lynn, puis c'est qui ce fille-là, tu sais. Perrault doit maintenant affronter des journalistes qui font de lui le suspect tout désigné. Depuis jeudi passé, ça allait pas pire. Bon, je m'en faisais dans ma tête, là, ça m'inquiétait un peu, mais personne ne me harcelait. Là. Ce matin, là, c'était l'explosion. Francine et Manon décident de mettre davantage de pression sur l'homme et commencent à épier ses déplacements. Je me suis mal étudiée, je me suis mis à le faire suivre. C'est vrai, j'ai toujours été légale. On se rend à Québec, on surveille, on lâche pas. Le 24 juillet, une semaine après la disparition de Lynn, un policier se présente à l'appartement d'Alain Perrault. Les enquêteurs, à l'époque, avaient obtenu un mandat général pour expertiser la scène de l'événement qui, selon eux, était chez M. Perrault. Donc, se sont présentés à sa résidence avec un mandat de perquisition et un mandat général. On cherche le moindre indice qui pourrait inculper Perrault et on saisit son ordinateur. Outré, il se dit victime d'une terrible erreur. Quand les policiers sont rentrés dans la maison d'Alain Perrault pour le perquisitionner, ils ont ramassé tous ses secrets. Ils ont ramassé la balayeuse aussi. Et effectivement, il y avait les cheveux de Lynn. Ça a certifié, ça a confirmé pour la police que c'est vrai qu'est-ce que je leur racontais, que Lynn était allée là. Et on n'a rien trouvé de spécial là, suite à la perquisition concernant des éléments, des traces de sang ou des traces de sperme. Malgré les recherches effectuées, le mystère entourant la disparition de Lynn Mascotte reste complet. Où se trouve Lynn? Les policiers trouveront-ils des indices leur permettant de la retracer? Le 24 juillet 2003, à Québec, après une intense semaine de recherche, Lynn Mascotte reste toujours introuvable. Alain Perrault est le suspect principal, mais les enquêteurs ne détiennent aucune preuve contre l'homme, qui leur offre toujours sa collaboration. Les proches de Lynn demeurent convaincus qu'il est responsable de sa disparition. Plus rationnel, les enquêteurs scrutent le passé de la femme dans l'espoir d'y trouver des explications. Lynn Mascotte naît le 28 août 1959 à Montréal-Nord. Dernière d'une famille de 6 enfants, elle est choyée par ses frères et sœurs. Lynn et moi, on était de genre, on se regardait puis on se parlait. Vous savez, c'est le genre de magie-là qui se dégage deux fois entre deux personnes de la même famille, on se regarde, on se parle. Elle était tellement prévisible, Lynn, elle était tellement cute à voir aller. Je devinais tout de comment qu'elle pensait, comment qu'elle était pour réagir. Vers l'âge de 12 ans, le destin frappe. Lynn apprend qu'elle est atteinte de scoliose, une grave déformation de la colonne vertébrale. Les pronostics sont mauvais et les médecins sont impuissants. Lynn est condamnée. Il lui donnait 2 ans parce qu'en 2 ans, sa colonne aurait plié à 54 degrés de courbature. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, tous les organes auraient été compressés. C'est pour ça qu'il donnait pas un grand laps de temps à vivre. Les médecins procèdent alors à une chirurgie dans le but de prolonger l'espérance de vie de Lynn. Ils fixent des tiges de métal à ses vertèbres. Elle est restée plusieurs mois à la maison, plâtrée du coccyx au cou, dans un lit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de service. Tu te démerdais. J'en l'amenais sur le comptoir de la cuisine pour lui laver la tête avec maman.
Puis le vendredi soir, ben j'allais m'installer avec elle, puis on s'achetait chacun un chip puis un coke, puis on s'assoyait ensemble dans son lit, puis on regardait la télé. Défiant tous les pronostics, Lynn se rétablit avec succès. Elle sort aguerrie de l'épreuve et rien ne semble plus l'apeurer. Elle était tout le temps positive, un petit bout d'entrain, une joie de vivre. C'était bien, il n'y avait rien de compliqué avec Lynn, le moins possible. Hein? En 1985, alors âgée de 26 ans, elle déniche un emploi dans une grande banque. Candide et empathique, elle se fait rapidement plusieurs amis et semble tout particulièrement attirée par les gens plus vulnérables. Disons que Lynn, elle n'aime pas les gens qui sont laissés en arrière-plan. Fait qu'elle est portée à aller les chercher parce qu'elle est comme ça, Lynn. Hein? Elle va chercher le monde. Puis le monde, de toute façon, t'es attiré par elle, par sa... Je sais pas, sa joie de vivre. On est attiré par elle. Puis justement, il y avait une fille, une légère handicap mental. Mais Lynn, c'était considéré comme son amie. Elle l'avait invitée à aller souper chez elle. Elle l'avait présentée à ses enfants. Lynn vit des moments de parfait bonheur. Les médecins lui avaient prédit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, mais la jeune femme en a décidé autrement. Elle avait le sourire facile. Moi, je l'ai jamais vue vraiment enragée, Lynn, là, ou choquée, noire, après quelque chose. Moi, je l'ai jamais vue comme ça. Fait que c'était pas quelqu'un qui était dur à vivre comme tel. En 1987, Lynn et son conjoint célèbrent l'arrivée de leur premier enfant. Et 4 ans plus tard, Lynn donne naissance à Catherine. Fait que toujours est-il qu'elle était très fière de ce qu'elle avait jusqu'à date. Puis ses enfants, c'était sa plus grande fierté, puis sa plus belle œuvre, qu'elle me disait. En 1998, 7 ans après la naissance de leur fille, Lynn et son conjoint se quittent. Ils se séparent alors la garde de leurs enfants. Je pense que naturellement, ça s'est fait. Moi, c'était évident que j'allais avec ma mère. Je sais pas, peut-être parce qu'on est 2 filles. Dans les années suivant la séparation, Lynn trompe sa solitude en faisant de plus en plus d'activités avec sa sœur Francine et avec son amie Manon, qui est aussi chef d'une famille monoparentale. C'était comme naturel. Là. On finit de travailler, on s'en va à la maison, on fait le souper, on voit ce que les enfants sont venus de l'école. Une fin de semaine sur 2, les enfants partaient chez le père. Puis la mienne aussi. Fait qu'on en profitait, nous, on sortait. Fait qu'on sortait souvent dans un petit bar à Chambly. On se ramenait les deux en taxi, le même taxi. La première débarquait le deuxième, puis on s'appelait pour se dire que, OK, c'est beau, on les deux... moi, je la voyais rentrer chez elle. Quand j'arrivais, moi, chez moi, je l'appelais pour lui dire que j'étais rentrée, là. Fait que c'était comme... On était prudente, sans savoir qu'il fallait être très prudent, là. Mais je veux dire, on fonctionnait comme ça. En étudiant le passé de Lynn, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence et éliminent la piste du suicide qui est toujours considérée dans les cas de disparition. Ce qui fait en sorte que les enquêteurs éliminent cette piste-là, c'est le profil de Lynn Mascotte, qui est un profil d'une dame qui était bien équilibrée, sans être précédent judiciaire, qui avait une bonne famille. Lynn a trouvé l'équilibre dans sa vie professionnelle et familiale, mais elle éprouve maintenant le besoin de vivre en couple. Elle me tenait au courant, mais sans trop de détails. Elle me disait, maman, elle aimerait ça, avoir quelqu'un, puis quelqu'un qui prend soin d'elle, puis elle me parlait comme un enfant, mais en me tenant au courant, mais sans plus. Au début de l'année 2003, Lynn décide de s'inscrire à un site de rencontre en ligne pour y trouver l'homme de ses rêves. Certains avantages, c'est que on fait ça à partir de la maison, on est chez nous. Deuxièmement, c'est pas très dispendieux non plus. Hein. Les services sont quand même assez abordables pour tous et chacun. Aussi le fait peut-être d'une certaine gêne de dire, bien, je vais faire affaire dans une agence de rencontre. Il y a beaucoup d'anonymat. Lynn se donne le surnom de Philomène. Elle fait plusieurs rencontres virtuelles, mais ne passe jamais à l'étape suivante, faire connaissance en personne. Les gens vont échanger pendant des mois et des mois et des mois sans se rencontrer. Alors, si émotivement on est un peu fragile, que ce soit le monsieur ou la madame, il peut y avoir un certain attachement. Alors,
On alimente. L'autre personne, elle est très contente de lire tout ce qu'on lui donne. Hein. Elle nourrit cet espoir-là, si on peut dire. Loin de se prendre au sérieux, Lynn laisse Manon s'amuser aux dépens de ses nombreux correspondants. On en riait. Hein. C'était juste comique. Dans le fond, ces personnes-là, on les connaissait pas, on les reverra jamais. Au cours du printemps 2003, Lynn fait la rencontre d'Alain Perrault. L'homme s'exprime bien et pique sa curiosité. Il y a des gens qui ont une facilité de s'exprimer, bon, je pense peut-être se méfier un peu des beaux discours, des belles histoires, d'écrire qu'est-ce qu'on voudrait lire. Ça aussi, c'est là, hein. Il y a des gens qui ont grand besoin d'amour. Alors, ce grand besoin d'amour-là, souvent, c'est ces gens-là qui vont se retrouver dans des positions un peu moins confortables. Il s'exprimait d'une façon, par écrit, qui était quand même, je vous dirais, très poétique. Si je me mets à la place de Madame Mascotte, j'aurais été tenté de connaître cette personne un peu plus là. Ils échangent pendant 2 mois, avant que Lynn décide de se rendre à Québec le visiter. C'était son anniversaire à lui. C'est la raison pour laquelle Lynn était descendue aussi, une des raisons. Et aussi pour aller aux fêtes de la Nouvelle-France s'amuser. Parce que c'est une joyeuse, elle était bonne vivante, Lynn, là. C'était une ricaneuse, là. Elle aimait ça, s'amuser. Et si Lynn Massicotte avait tout simplement décidé de ne pas révéler tous ses plans à son amie et à sa fille? Si elle avait fixé des rendez-vous avec d'autres correspondants, serait-il possible que Perrault ne soit pas le dernier à l'avoir vue vivante? Après avoir éliminé la piste du suicide de Lynn Massicotte, les enquêteurs se concentrent sur Alain Perrault, leur unique suspect, qui clame toujours son innocence. Peut-être qu'elle avait un deuxième rendez-vous. C'est possible. Elle n'avait pas à me le dire, puis c'est normal aussi, là. Tu vas rencontrer quelqu'un, bon, peut-être tu prévois que OK, ça ne fitera pas avec lui, je vais en préparer un autre en cas. Sans éliminer cette dernière hypothèse soulevée par Perrault, les enquêteurs décident d'analyser de nouveau ses faits et gestes dans les jours entourant la disparition de Lynn. C'est alors qu'un détail de leur première rencontre avec l'homme leur revient à l'esprit. À la fin de la rencontre, M. Perrault donne une lettre à l'enquêteur Tremblay. Une lettre qui était un courriel qu'il avait fait parvenir à Lynn Massicotte le soir du 17 juillet. À l'effet qu'il la remerciait d'être venue à son domicile, mais par contre se demandait pourquoi elle était partie si rapidement. Puis il était comme offusqué de ça, parce qu'elle n'avait pas donné de retour. Intrigués par le contenu du courriel, les enquêteurs le font parvenir à des analystes de contrôle de la sincérité. Grâce au recoupement de différentes sciences, dont la linguistique et la psychologie, ils parviennent à déterminer si les déclarations sont issues de la mémoire ou de l'imagination de leur auteur. M. Perrault avait utilisé dans sa lettre des termes bien spécifiques. Entre autres, à un moment donné, il spécifiait à Lynn dans sa lettre qu'il la remerciait d'être venue chez lui, que c'était un beau cadeau de fête en avance, mais qu'il trouvait ça regrettable qu'elle était disparue aussi rapidement. Les experts avaient conclu à ce moment-là que le terme « disparu » voulait dire qu'on ne reverrait plus jamais Mme Mascotte, qu'elle était probablement décédée. Perrault serait donc le dernier à avoir vu Lynn vivante. Des spécialistes examinent alors son disque dur qui a déjà été perquisitionné. On s'est aperçu qu'il y a des milliers de fichiers informatiques qui avaient été effacés dans le mois où Mme Mascotte était venue à l'appartement de M. Perrault. Et au cours d'une longue période d'activité sur son ordinateur, jamais on n'avait vu M. Perrault effacer autant de fichiers. Les enquêteurs informent les proches de Lynn Massicotte des progrès de leurs recherches. Mais le peu d'informations que leur révèlent les policiers impatiente Manon et Francine, qui décident de poursuivre leur enquête parallèle. On surveille, on lâche pas, on me sert de la police pour avoir des renseignements, me sert des citoyens, me sert des voisins, me sert de tout le monde. OK? Puis là, avec tout ce que j'entends, puis j'apprends, puis OK, j'en arrive
OK, lui, je sais quel genre de gars que j'ai à faire. Hein? Puis même la police, elle l'a dit. C'est incroyable parce que il est fort, mais t'es plus forte que lui. Alain Perrault est né le 18 juillet 1962 dans l'arrondissement de Charlesbourg, à Québec. Issu d'une famille de la classe moyenne, il grandit avec des parents autoritaires. On sentait une froideur incroyable. Puis je sentais aucun amour. Jamais j'ai vu Alain embrasser sa mère, son père, le féliciter. J'ai jamais vu personne féliciter Alain. Jamais, jamais, jamais. Des encouragements, jamais non plus. Non, Alain s'est comme débrouillé tout seul à quelque part. Pourtant, Alain aurait pu être la fierté de ses parents. Rapide et brillant, il se distingue en effet très tôt des autres garçons de son âge, excellant dans des activités plus intellectuelles que sportives. Il y avait un petit côté intellectuel incroyable. J'ai montré comment jouer aux échecs. Alors à ce moment-là, lui, il était, je vous dirais, captivé par ce défi-là, d'apprendre les échecs, comment c'est que ça marche. Alors, comme moi, j'avais participé à certains tournois étant plus jeune, j'avais une longueur d'avance sur lui. Alors, je gagnais souvent. Alors, lui, il a fini à un moment donné par gagner aussi. Je lui donnais pas de chance, là, mais il finissait par gagner. Alors, c'était un jeune qui voulait apprendre puis qui voulait vraiment performer. Perrault aime relever des défis où la mémoire est en jeu. Il s'amuse, par exemple, à apprendre des séries de chiffres par cœur ou à réaliser des mots croisés dans un temps record. Mais les performances intellectuelles de Perrault n'ont pas nécessairement la cote auprès des filles qu'il tente d'approcher. Je crois au niveau des émotions affectives, il a vraiment emmagasiné un certain temps. Je ne sais pas si c'est dû à cause de son enfance qui fait que ça n'a vraiment pas bien marché. Il n'a pas eu cette chance-là en étant ado et s'est toujours fait rejeter. Pas dans le sens que je veux rien savoir de toi, on a essayé un soir. Non, 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 du tout, là. C'est même pas un seul approche. Rien. Zéro. Alors lui, sur ce côté-là, il n'y avait aucune chance. Même parler avec une fille, c'était très douloureux. Alain est si gêné devant les filles qu'il en perd tous ses moyens. À un moment donné, je l'ai emmené voir une fille. Et puis, c'était vraiment catastrophique. Les filles me disaient tout le temps non. Non, le caractère, elle donne pas. Même si Alain ne parle pas, son attitude marchait pas. C'est à cette époque que le tempérament de Perrault commence à changer. Si on lui demandait de répéter, son intonation, son attitude changeait, mais carrément. Il n'y avait plus la même attitude. Vous aviez le doigt à une prise. À la deuxième prise, c'était très sévère. Là. La troisième prise, ça l'a pas bien. Alors oui, vous le montrez gentiment le premier coup. Le deuxième coup, il y avait peut-être quelques mots plates à travers ça, mais il n'y avait pas de troisième coup. Impossible. Il était intolérant. Perrault semble de plus en plus se passionner pour des activités qui le coupent du reste du monde. En 1980, il obtient un emploi de croupier, mais ses patrons le congédient seulement quelques jours après l'avoir embauché. Ça me démontre qu'on peut être très intelligent dans un domaine, puis carencé dans un autre. On a affaire ici à un individu qui est décrit comme très intelligent au niveau informatique et qui est capable d'aider les autres, de comprendre rapidement les problèmes, mais d'un autre côté, tellement malhabile au niveau social, incapable de s'entendre avec qui que ce soit, perd son travail, colérique. En 1991, malgré sa grande maladresse à établir des relations avec ses pairs, Perrault rencontre une femme qu'il réussit à séduire. Ils tombent aussitôt en amour et emménagent ensemble la même année. 7 ans plus tard, en 1998, la conjointe de Perrault donne naissance à une fillette. Tout le monde a des aspirations dans la vie, tout le monde rêve d'une vie idéale, puis dans une vie idéale, bien, on réussit au niveau professionnel, on réussit au niveau individuel, on réussit au niveau social, familial. Le fait qu'on ait des gros problèmes de personnalité n'enlève pas qu'on recherche cet épanouissement-là dans les différentes sphères de la vie. En 2000, le couple se sépare, mais Perrault garde des contacts avec sa fille, qu'il accueille une fin de semaine sur 2. Jamais j'aurais pu comprendre
que Alain soit un jour avec une femme, puis qui a aussi un enfant. C'est pas logique de tout ce que j'ai vu. Lui, il avait vraiment une intolérance, là, mais absolue sur ce côté-là. Et quand j'ai appris qu'il y avait une femme avec un enfant, la première chose, je me suis dit, non, ça se peut pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas quelque part, là. Après la rupture, Perrault se tourne vers les sites de rencontres pour trouver l'âme sœur. Il passe plusieurs heures devant son écran. Il séduit des femmes avec lesquelles il réussit parfois à passer à l'étape de la rencontre en personne. C'est l'outil idéal pour des personnes comme ça. Parce que d'un côté, ça met en évidence leur qualité. C'est des gens intelligents, à la répartie rapide. C'est des gens qui sont froids, donc qui sont pas pris dans toutes sortes d'émotions, donc ils peuvent vraiment réagir là, très bien. C'est des gens qui sont capables aussi de se mettre un peu à la place des autres, savoir. C'est des gens qui développent des qualités pour être manipulateurs. Qu'est-ce que l'autre veut entendre? La réalité pour eux étant pas qu'est-ce qui est la vérité, mais qu'est-ce que l'autre veut entendre. Ça prend du temps avant de connaître quelqu'un, de donner notre confiance à quelqu'un, c'est pas gratuit. Alors, le manque d'objectivité dans ces relations-là, souvent, ça va nous amener sur des voies ou des pistes qui vont nous faire vivre des émotions très désagréables. Mais les femmes qui acceptent les rendez-vous de Perrault déchantent rapidement. Elles ne reconnaissent pas l'homme dépeint dans les messages et mettent fin à tout échange, évitant de justesse ses colères. C'est quelqu'un qui est extrêmement narcissique, extrêmement sensible. La moindre remarque, la moindre frustration peut déclencher des colères vives. Donc, c'est un individu, habituellement, ces gens-là, tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, tant qu'on les valorise, qui vivent pas trop de colère. Mais c'est des individus qui peuvent exploser à la moindre frustration. Francine, la sœur de Lynn Massicotte, n'a pas peur de Perrault et le talonne sans relâche. C'était la guerre des nerfs. C'est lequel des deux qui lâcherait le premier, quelque part. Mais moi, l'acharnement que j'avais, c'est la vie qui a fait que je l'ai eu. Tandis que Francine poursuit sa propre enquête, les experts en informatique continuent leur travail. À l'aide de logiciels spécialisés, ils récupèrent d'autres fichiers supprimés, révélant des informations terriblement incriminantes. Après avoir découvert le contenu des fichiers informatiques qu'Alain Perrault avait pris soin de supprimer de son ordinateur, les enquêteurs pensent avoir trouvé des preuves contre leur suspect. On a trouvé qu'il avait consulté des sites la veille concernant des viols et concernant des agressions sexuelles sauvages et qu'il avait consulté le lendemain de la disparition, il avait consulté des sites de meurtres au premier degré et des meurtres suivis d'une agression sexuelle. Puis il avait consulté les sites de disparition là, la journée d'après. Là. Les enquêteurs passent à l'offensive. Ils demandent à Perrault de passer le test du polygraphe, mais il refuse. Ça compte pas en cours, première chose. Deuxième chose, c'est pas exact à 100%. Puis troisième chose, moi, je peux te poser des questions puis je vais te faire mentir à 100% du temps. Le refus de Perrault renforce les soupçons des policiers, qui ne peuvent cependant pas l'obliger à passer ce test. Le 19 août, plus d'un mois après la disparition de Lynn, ils arrêtent Perrault dans l'espoir que leurs experts en interrogatoire parviennent à lui soutirer des aveux. Mais lui, sa version, c'est la même qu'il donne depuis le début et il décide de la maintenir. Donc, les enquêteurs, au bout de 12 heures d'interrogatoire, n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils n'avaient pas eu d'aveu à ce moment-là, de remettre Alain Perrault en liberté. Les procureurs de la Couronne craignent qu'advenant un procès, l'homme soit acquitté faute de preuves le liant directement au meurtre. Comme un procès ne peut être tenu 2 fois pour les mêmes accusations, les enquêteurs doivent s'armer de patience. Pour Perrault, c'est l'heure de gloire. Alain Perrault pensait s'être sorti de ce dossier-là et donnait plusieurs entrevues aux médias. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, à chaque date d'anniversaire, ça refaisait surface, donnait des entrevues et lui-ci se pavanait dans la rue puis rejetait le blâme sur Lynn Massicotte. Et l'opinion publique pensait bien que le service de police puis l'enquête était terminée à ce moment-là, qu'on ne pouvait plus rien faire.
Les enquêteurs devront attendre 6 ans avant de mettre sur pied une opération qui leur permettra de faire comparaître Perrault devant la justice. Ces longues années sont insoutenables pour les proches de Lynn Massicotte. Je mange plus, je bois plus, je pense rien qu'à ça, puis qu'est-ce que je peux faire, puis OK, on va aller faire du tapage là-bas encore. Je retourne là-bas, je refais des tapages, je refais du tapage en ville. Façon de parler, tapage, là. Je refais mon show encore. Là, les journalistes embarquent avec moi. En janvier 2009, les enquêteurs du SPVQ se réunissent avec les dirigeants de la Sûreté du Québec pour évaluer l'épineux dossier d'Alain Perrault. Par la suite, de nombreuses réunions s'en ont suivi pour mettre en branle, bien entendu, une dizaine de mois plus tard, le projet d'infiltration majeure, qui est un projet où on amène un individu à entrer en confiance avec certaines personnes et, bien sûr, dans le but d'avoir des aveux de sa part et que cette personne-là vienne à dire la vérité. Les enquêteurs s'unissent à des agents d'infiltration de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Ils mettent sur pied une opération au nom de code Mr. Big. Ils inventent de toutes pièces une fausse organisation criminelle dans laquelle Perrault montrait les échelons. Mais leur plus grand défi reste d'entrer en contact avec l'homme sans éveiller ses soupçons. Si quelqu'un demandait là, il était plus du style à dire « Va t'acheter le monde, puis j'ai pas d'affaire à toi ». Donc, M. Perrault n'a pas été facile d'approche, mais c'est un travail qui est long, qui est fait de façon acharnée. Et les enquêteurs n'ont pas lâché pour mettre Perrault en confiance. C'est d'ailleurs le but de l'opération d'infiltration. Amener Perrault à être en confiance avec ces gens-là. L'opération comporte divers scénarios où Perrault doit démontrer qu'il a les compétences nécessaires à la pratique d'activités criminelles. Les policiers ont joué sur le narcissisme de l'individu en lui disant « Prouve-nous que t'es bon, montre-nous que t'es quelqu'un, montre-nous que t'es capable ». Ils ont fait venir quelqu'un qui était vu comme très influent, comme très imposant. Puis on sait que les narcissiques peuvent être impressionnés par les personnes qui vont admirer et ils veulent les impressionner. Il est tombé dans le piège directement. Après 4 mois, l'opération tire à sa fin. Perrault est présenté au grand patron, un agent double. S'il veut faire partie intégrante de l'organisation, il doit avouer ses crimes passés. Il est alors questionné sur son implication dans la disparition de Lynn Massicotte. C'est le premier à savoir ce qui est passé pour vrai. Ben, c'est pour ça qu'on est ici. Je le sais, mais... C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ça va être ça. OK, mais tout ce qu'on dit ici, ça reste ici. T'as pas d'affaire à parler de ça. C'est correct. Je savais pas des Satan, Non, ouais. Ils ont tout essayé, puis ils ont cherché des... Ouais, mais... Le 17 juillet 2003, vers 18h, Perrault est impatient de voir Lynn Massicotte pour la première fois en chair et en os. Lorsqu'elle entre chez lui, la discussion s'oriente rapidement autour de relations sexuelles. Oui, vous me connaissez un petit peu, elle n'a pas voulu. Perrault tente un rapprochement, mais Lynn repousse ses avances. Malade, mais c'est ça pareil. Frustré, il plaque Lynn contre le mur et la saisit par le cou. La femme ne peut rien devant la force de son assaillant et meurt asphyxiée. Le récit est à glacer le sang, mais l'agent double doit obtenir le plus de renseignements possible. Il n'y a pas eu un son. Je t'avais vu jusqu'au lit. OK. J'ai vu un peu. Toujours avec une main. Perrault transporte son corps sur son matelas pour avoir une relation sexuelle. Mais il en est finalement incapable.
Perrault ira-t-il jusqu'au bout de son horrible récit? Après des années d'attente à chercher le moyen d'extirper des aveux à l'homme, le moindre faux pas de l'agent double pourrait faire avorter l'opération. Le 11 janvier 2010, l'opération imaginée par différents corps policiers pour obtenir les aveux d'Alain Perrault sur le meurtre de Lynn Massicotte entre dans sa phase finale. Le meurtrier livre avec détail le récit de la soirée du 17 juillet 2003 à un agent double qu'il croit être au sommet d'une grande organisation criminelle. Certain d'impressionner le patron de l'organisation, Perrault raconte que vers 22 heures, il a reçu un appel de Francine Massicotte, la sœur de Lynn. D'abord stressé par les questions de la femme, il a pensé à utiliser la situation à son avantage pour se débarrasser du corps de sa victime. Perrault a mentionné à Francine qu'il ne savait pas c'était quoi l'auto de Lynn Massicotte. Et il lui a demandé, Francine lui a décrit, il s'agissait d'un Pontiac Sunfire noir, tel type de modèle, les portes aussi. Et M. Perrault avait pris ces indications-là sur un petit papier à côté de son téléphone en notant bien ce que Francine lui disait. Maintenant en mesure d'identifier la voiture de sa victime, Perrault l'approche de la fenêtre de son appartement. Il réalise alors que le coffre est plein. Transporter le corps jusqu'à la banquette arrière de la voiture l'expose davantage. Mais Perrault n'a pas d'autres options. Sans perdre son sang-froid, Perrault passe le corps de Lynn par la fenêtre de son appartement. Il dépose la dépouille sur la banquette arrière et s'installe sur le siège du conducteur. Pour ne pas se faire remarquer, il éteint les phares. Pour s'assurer que Perrault n'est pas en train de mentir dans le but d'intégrer la bande criminelle, l'agent double lui demande des détails que seul le meurtrier de Lynn Massicotte pourrait connaître. Dans le derrière de la voiture. Devant l'arrière, OK. Dans le coffre, il était après. Mais moi, je connais ma sœur. Je savais qu'elle travaillait l'équipement de pêche. Je savais qu'elle avait une pelle. Je savais qu'elle avait une boîte. Je savais qu'elle avait son petit kit d'urgence. Quand il a dit qu'il a ouvert le coffre qui était plein, ben c'est comme s'il avouait que c'était lui. Il n'y a personne qui savait. Il a dit des choses que seuls les enquêteurs savaient et nous, on savait. Lors de l'interrogatoire dans la technique de Mr. Big, M. Perrault avouera qu'il est allé disposer du corps de Lynn Massicotte sur la rive sud et qu'il a descendu sur les battures du fleuve, qu'il a vu un petit poste électrique, qu'il a sorti le corps de l'auto, qu'il a descendu le corps sur les battures et qu'il a disposé du corps de Lynn Massicotte à cet endroit-là. Je vais juste déposer là, tu l'as lancé. Non, je t'ai enlevé le dedans. OK. J'ai laissé descendre un petit peu là. Je suis allé en bas, je suis allé plus loin. Mais malgré les précautions qu'il prend, Perrault néglige quelques détails. Il y avait eu de la terre de retrouver sur les roues côté passager. Cette terre-là avait été analysée par un laboratoire à Québec et nous avait démontré que ça provenait du bord du fleuve. C'est des traces de terre rouge. J'ai repris son auto, il m'a versé du linge, je l'ai mis comme d'une doudou pour l'homme. C'est ça, le linge de doudou. J'ai pas pris son auto pour l'homme. Suite à ces déclarations, Perrault croit être monté dans l'estime du grand patron. Il vient en fait de fournir aux enquêteurs les éléments qui le placent hors de tout doute comme étant le meurtrier de Lynn Massicotte. Cette même soirée-là, je procéderai à son arrestation au terminus d'autobus de Sainte-Foy pour l'amener à la centrale du Parc Victoria pour qu'il soit interrogé encore une fois pour savoir et comprendre pourquoi il avait posé ce geste-là à l'époque. Mais M. Perrault n'a pas fait d'aveu supplémentaire lors de cet interrogatoire. L'arrestation de Perrault réjouit les proches de Lynn Massicotte et les enquêteurs, qui, pendant 6 ans, n'ont jamais perdu espoir. Le lendemain, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y était 4-5 enquêteurs qui avaient travaillé sur ce cas-là, en cold case, là. Puis c'était quasiment, c'était juste, ils broyaient pas tellement qu'ils étaient contents, fiers de leur travail. Moi aussi, j'ai été bien fière. J'ai été très fière. Le 17 janvier 2011,
Le procès d'Alain Perrault s'ouvre au Palais de justice de Québec. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Perrault espère voir l'enregistrement de ses aveux retiré des preuves fournies par la couronne. Il prétend avoir fait ses déclarations sous pression. Mais la requête des avocats de Perrault est rejetée par le juge. L'intégralité de ses confessions est finalement montrée aux membres du jury. Le 11 février, les jurés rendent leur verdict. Même si on est convaincu, noir de tout doute, qu'il devrait être déclaré coupable du meurtre au premier degré, on reste toujours avec un certain stress que quelque chose que les jurys n'ont pas compris ou qui a été mal expliqué à la cour. Alain Perrault est déclaré coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Un mois plus tard, le 9 mars, les avocats de Perrault tentent de faire renverser le jugement. Près de 2 ans plus tard, en mai 2013, la Cour d'appel se prononce toutefois en faveur du verdict préalablement rendu. Le meurtrier devra purger sa peine. Mais Perrault n'a pas dit son dernier mot. Le 16 août 2013, il demande à la Cour suprême de casser le jugement. Il est à ce jour toujours en attente d'une réponse. Je pense souvent au fait de comment que ma vie elle aurait évolué si elle serait encore là, si j'aurais pas déménagé de Chambly, si j'aurais eu encore les mêmes amis, si elle aurait été là pour me montrer toutes les affaires de femmes, c'était toutes ces affaires-là, tu sais, toutes les choses qui m'ont manqué, je pense souvent, ouais, tous les jours. Mais mon deuil est fait. J'ai plus envie de pleurer. C'est sûr que des fois je suis triste encore, ça me fait de la peine. Mais je pense que c'est quand que le verdict a été donné, hein, sentence coupable, là, je pense que ça, sans le vouloir, sans m'y attendre, sans rien, ça l'a clos quelque chose. Tourner la page. La réflexion que j'ai là-dessus, c'est que c'est pas la faute d'un site de rencontre qui fait qu'un homme commet un acte de cette sorte. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Les rencontres sur Internet ne sont pas nécessairement dangereuses. Mais il faut respecter certaines règles. S'assurer d'avoir laissé les détails du rendez-vous et surtout, le tenir dans un endroit public. Les précautions prises par Lynn et ses proches auront au moins permis d'identifier Alain Perrault et de mener à son arrestation. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?